En 5e région, une pirogue de transport en commun sur l'axe Mopti-Tombouctou a chaviré près du village de Koubi dans la commune rurale de Kona. C'était dans la nuit du vendredi 11 octobre au samedi 12 octobre 2013. Le bilan provisoire a fait état de 39 morts, déportés disparus et 210 rescapés. Les opérations de recherche des disparus et des bagages se poursuivent. Une équipe de reportage de l'ERT Mopti était hier sur le lieu du drame. C'est aux alentours de 20h30 dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre que le drame est survenu au large de Koubi sur le fleuve Niger à 7 km de la ville de Kona. L'embarcation en question est une pinasse à étage appartenant à Boukadari Tigambo, transporteur fluvial sur l'axe Mopti-Tombouctou. À bord, il y avait, selon les informations recueillies sur les lieux du drame, 300 à 400 passagers avec des marchandises et des bagages dont les poids sont estimés à près de 70 à 80 tonnes. Vraiment, quand ils ont fini de tout charger et quand les passagers sont rentrés, la pinasse était pleine à craquer. C'était vraiment une surcharge. On est arrivé au niveau du premier poste de contrôle et la pinasse, je ne sais pas par quel miracle, avec cette charge-là, ils ont pu passer au niveau du premier poste de contrôle. Arrivé au niveau du deuxième poste de contrôle, c'est les mêmes causes qui font les mêmes effets. La pinasse a passé. Troisième poste de contrôle, la même chose. Dans la soirée, vers 20h précise, on a entendu un craquement et la pinasse s'est scindée en deux et tout le monde a commencé à couler. Au passage de notre équipe de reportage ce dimanche 13 octobre, le bilan provisoire faisait état de 39 corps sans vie repêchés, déportés disparus et 210 rescapés, parmi lesquels un petit garçon d'1 an dont la maman a malheureusement perdu la vie. Ceux seulement qui ont pu s'accrocher à quelques objets flottants ont pu être sauvés et beaucoup ont été amenés par le courant très très loin. Et nous avons organisé en ce moment le grand dispositif de secours. Les villages environnants sont venus renforcer le secours. Tous les bozos se sont mobilisés pour la circonstance. Je ne peux pas parler sans souligner un point. Ça, c'est l'appui de la population de Koubi qui a pris en charge l'alimentation de tous les rescapés au niveau du village. En attendant de faire la lumière sur les causes réelles de ce naufrage, les opérations de recherche continuent pour tenter de repêcher d'autres corps et récupérer les bagages emportés par les eaux. Le bilan provisoire de ce naufrage fait donc état de 39 morts, déportés disparus et 210 rescapés. Mais quelles sont les causes réelles de ce drame? Suivant ce témoignage de Mahaman Maïga, un des rescapés du naufrage, au micro de Yacouba Maïga. Moi, je quittais Bamako le jeudi à destination de Mopti afin de pouvoir rejoindre mon village natal et faire la fête de Tabaski là-bas. Donc, arrivé à Mopti, j'ai ciblé la pinasse Ségou, Tikambo. Donc, étant donné que le bateau était déjà parti. Étant assis dans la cabine, quand ils étaient en train de charger la pinasse même, nous passagers, on avait entendu un craquement dans la pinasse, mais on ne savait pas précisément d'où provenait ce craquement. Quand ils ont fini de tout charger, et quand les passagers sont rentrés, la pinasse était pleine à craquer. C'était vraiment une surcharge. Et on a quitté Mopti aux environs de 15h, 16h. Et donc on est arrivé, on a pris la route, on est arrivé au niveau du premier poste de contrôle. Et la pinasse, je ne sais pas par quel miracle, avec toute cette charge-là, ils ont pu passer au niveau du premier poste de contrôle. Arrivé au niveau du deuxième poste de contrôle, c'est les mêmes causes qui font les mêmes effets. La pinasse a passé. Troisième poste de contrôle, la même chose. Donc on a continué le chemin jusque dans la soirée aux environs de 20h. Le lieu n'est pas, c'est proche de Kona, mais ça fait face à un village qu'on appelle Koubi. Et c'est là que, dans la soirée vers 20h précise, on a entendu un craquement et la pinasse s'est scindée en deux. Moi j'étais dans la cabine. La cabine là, quand j'ai soulevé la tête une première fois, j'étais dans l'eau, je ne pouvais plus respirer. Donc je me suis dit que c'est fini.
J'ai dit quelques versets du Coran et je me suis remis dans l'eau. Et là, je suis resté pendant un bon bout de temps, pendant plus de 3 minutes. Et quand j'ai soulevé la tête, je me suis retrouvé dehors. Heureusement, je savais un peu nager, donc j'ai nagé jusqu'à quelques 100 mètres environ. J'ai croisé un bidon de gasoil qui était sur mon chemin. Je me suis accroché à ça. J'avais ma tante dedans et ses 3 filles. On a pu retrouver, ces 2 filles sont vivantes. Elles, jusqu'à preuve du contraire, avec sa petite fille, on ne les a pas encore retrouvées. Et vraiment, quand on est arrivé au niveau du village de Koubi, c'est eux qui ont tout organisé. Ils ont accueilli les gens, ils ont donné des vêtements aux gens, ils ont donné la nourriture aux gens. 2 heures après que les autorités ont commencé à se présenter, il y avait un préfet, un directeur de cabinet, je pense, de la région de Mopti. Ils sont venus avec les secouristes, les gens de la protection civile et un médecin et ces infirmiers. Il y avait également les gendarmes qui étaient là. Les gens de la protection civile sont restés, mais sans aucun moyen. Donc c'est les villageois qui ont tout organisé. Ils ont fait sortir les gens. Ils ont donné de la nourriture aux gens. Ils ont habillé les gens. Ils ont procédé à l'inhumation des corps qui ont été retrouvés. Sur un tout autre plan, incroyable mais vrai, un dimanche à Bamako sans mariage. C'était le dimanche dernier, à quelques heures de la fête. C'est le vide dans les centres d'état civil. Un manque à gagner pour les locataires de chaises et de bâches. Le sujet a intéressé notre équipe de reportage dirigée par Alpha Maïga. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. En tout cas, pas ce dimanche à Bamako. Bamako, où la plupart des populations se sont réveillées sans klaxon de réjouissance. Dimanche, il n'y a pas de mariage. Pas de mariage, c'est l'approche de la fête de Tabaski. Chacun est préoccupé par l'événement. Dans plusieurs centres secondaires d'état civil, pas d'embouteillage. Ici, on dort tranquille dans les locaux de la mairie. L'autorité en charge de nouer le mariage est à la maison, son dimanche de repos. On n'a pas eu de mariage ce dimanche-là. Comme c'est l'approche de la fête, le dernier dimanche, généralement il n'y a pas de mariage. Le dimanche passé, on a eu 3 mariages à la mairie de Dasla. Les gens s'organisent, les gens font du calcul. Vous savez ce qui s'est passé ce mois? Il y a eu la rentrée scolaire tout à l'heure. C'est les mêmes parents d'élèves qui ont eu, en tout cas, à subvenir aux besoins de leurs enfants pour aller à l'école. C'est les mêmes parents d'élèves qui organisent la fête de Tabaski. Les Maliennes et les Maliens calculent de plus en plus. Et je pense que c'est une très bonne chose. Les mariés préfèrent ne pas passer pour de la fête dans la chambre nuptiale. Ils préfèrent se marier et sortir faire la fête avec leurs épouses. Cette situation de dimanche sans mariage à Bamako, dans la plupart des centres d'état civil, constitue un véritable manque à gagner pour certains. Au niveau du Centre international de conférence de Bamako, CICB, seule la sécurité veille sur les bâtiments. Pas de déjeuner ou de dîner prévu. Au niveau des locations de chaises, de bâches ou d'appareils de sonorisation, c'est un dimanche sans argent. Les chaises, on les loue à 15 000 francs. Les dimanches, on gagne entre 50 000 et 115 000 francs. On n'a pas eu assez de commandes. Donc les clients ont préféré attendre après la fête. Aujourd'hui, dimanche à Bamako, la tête est tout simplement dans la fête. Chacun est préoccupé pour avoir un mouton, le mouton de Tabaski. Ouverture hier à Marly-le-Roi dans la région parisienne des 5e assises yvelinoises de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Le Mali est l'invité d'honneur de cette 5e édition dont le thème central est quelle contribution des acteurs locaux à la relance du développement économique et social du Mali. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine et son collègue de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire à la tête d'une forte délégation de près de 100 personnes ont pris part à ces assises. Maranfi Konati. En choisissant le Mali comme invité d'honneur, les Yvelinois veulent mettre les acteurs locaux au cœur de la relance du développement économique et social du Mali. Une volonté largement exprimée à Bruxelles en mai dernier,
À travers ces assises, le département des Yvelines entend jouer un rôle de leadership en se fondant sur ces 50 partenariats en 10 ans. Le Mali est pour nous la deuxième communauté étrangère subsaharienne présente dans les Yvelines, quasiment à égalité d'ailleurs avec le Sénégal. C'est dire pour nous l'importance que représentent ces 5e assises dont le Mali est l'invité d'honneur. Le département, en parallèle, a soutenu depuis 2002, c'est-à-dire donc depuis une dizaine d'années, 50 partenariats entre acteurs yvelinois et maliens. Avec ces 300 milliards de francs CFA d'apport annuel et ses 4 millions de compétences, la diaspora malienne apparaît dans le nouveau plan de relance telle une lumière au fond d'un puits. En somme, un véritable atout pour le développement endogène. Le gouvernement du Mali nourrit une ambitieuse politique de coopération pour le développement national, basée sur le socle d'un peuple réconcilié avec tous ses fils et résolument engagé dans la paix. Il les invite, les investisseurs de quelque profil que ce soit, à venir travailler au Mali. Les questions relatives à l'éducation au développement, l'assainissement, l'agriculture et l'artisanat seront au cœur de ces assises. Entre deux avions, le ministre Moussa Senko Koulibaly a tenu à exprimer la gratitude du gouvernement malien aux collectivités amies du Mali. En 2012, on a encore beaucoup hésité, on a encore certains fermaient les boutiques, on a encore certains fermaient les bureaux de coopération, les collectivités françaises en particulier, mais aussi les collectivités d'autres pays. On continue à dire, c'est maintenant plus que jamais que les populations ont besoin de nous. Ces assises sont une opportunité pour l'ensemble des acteurs de l'artisanat malien de sortir de l'isolement. C'est à juste titre que plus d'une 50aine d'artisans y participent. Les produits du secteur agricole se taillent la part du lion avec le coton et ses dérivés et les produits agroalimentaires. Actualité africaine, dialogue national à Nouakchott en Mauritanie, une rencontre censée organiser les élections municipales et législatives du 23 novembre prochain, mais elle a confirmé le désaccord entre pouvoir et opposition. Le dialogue national lancé début octobre à Nouakchott n'aura duré que 3 jours. Cette rencontre inédite était censée préparer les élections municipales et législatives du 23 novembre prochain. Elle a confirmé le désaccord profond entre pouvoir et opposition. Nous avons accepté le dialogue, mais on a dit d'une façon très claire que nous n'attendons pas grand-chose de ce dialogue parce que le gouvernement de M. Mohamed Abdelaziz n'est pas prêt à donner des concessions pour des élections libres et transparentes et crédibles. Les islamistes qui font partie de la coordination d'opposition critiquent le système en place, mais ne boycottent pas les élections. Même son de cloche du côté de l'UFP. Le parti de gauche a décidé lui aussi de participer au prochain scrutin. Le pouvoir peut se frotter les mains. La coordination d'opposition, la CODE, qui regroupe une dizaine de partis politiques, ne parle plus d'une seule voix. Ceux de nos amis de la CODE qui s'obstinent à refuser à participer au scrutin, nous respectons leur position, mais nous ne considérons pas que cela correspond à une attitude positive, d'autant plus qu'il n'y a aucune raison objective qui les empêche de participer à ces élections. Les élections maintes fois reportées ont été fixées définitivement au 23 novembre prochain. Une première victoire pour le pouvoir qui a réussi à diviser l'opposition. Direction Congo-Brazza pour parler du 6e art, le théâtre. La guerre qui a frappé ce pays a été relatée dans un théâtre dont tout le monde en parle. Dans un coin pourri de Brazzaville est un vieux bistrot tenu par Bayous. Le Crabe Rouge accueille des fantômes d'un pays hanté par les guerres civiles. Une danseuse professionnelle, un représentant de l'autorité, Sapé Milor, un ex-enfant soldat. Un puzzle de malheur. À tour de rôle, ils dévident leur vie chaotique. Ce corps a bravé les canons, a gueulé la mort, a marché sous des braises pieds nus, croqué des pierres et dormi entre les cadavres en putréfaction. Pourquoi? Parce que mes enfants respiraient. Tant qu'ils vivaient, je luttais. Toute la saison des balles perdues et des putains d'obus. Ce corps a survécu. Mais est-ce que ça te parle? Chacun est suspendu à la télévision.
On y retransmet en direct le procès du beach, quand en 1999, plus de 300 opposants arrêtés au port par la garde présidentielle ont disparu à leur retour au pays. Derrière les disparus du beach, il y a tous les disparus en fait, parce qu'il y a tous ceux qui sont morts, mais il y avait plusieurs couloirs humanitaires, mais ça reste un symbole parce que c'est le seul symbole qui est arrivé à être officiel. Un procès n'est pas de coupable. Le chaos règne dans ce bar comme dans ces vies où l'espoir côtoie le grotesque et l'humour est rattrapé par la peur. Un mot de sport à présent. Le retour de Samuel Eto'o dans l'équipe nationale du Cameroun a fait couler beaucoup d'encre dans le pays. Suivant. Décidément, c'est une affaire pleine de rebondissements. Un mois après avoir annoncé sa retraite internationale, Samuel Eto'o est de retour chez les Lions Indomptables. Un revirement qui fait couler beaucoup d'encre au Cameroun. Il y a eu beaucoup d'achats de journaux par rapport aux autres jours. Parce que Eto'o, c'est une étoile de football. C'était le 8 septembre dernier face à la Libye. Un mauvais jour pour l'équipe du Cameroun. Blessé, le capitaine Samuel Eto'o quitte le terrain et annonce à ses coéquipiers qu'il ne portera plus le maillot des Lions Indomptables. Stupeur dans le monde du ballon rond et chez les anciens. Je lui ai rappelé qu'un général n'abandonne pas ses troupes au front. Il fallait qu'il revienne. Ce n'est pas la première fois que Samuel Eto'o claque la porte de l'équipe nationale. Mais à quelques mois du mondial et alors que le Cameroun peut encore se qualifier, l'affaire est bien trop grave. Le palais présidentiel s'en mêle. Le politique a décidé de se saisir d'un sujet qui a visiblement dépassé les autorités sportives. On a laissé Samuel Eto'o face à une génération qui avait envie d'exister et qui estimait que Samuel Eto'o lui fait de l'ombrage, de l'ombre, et c'est tout à fait normal que des problèmes explosent. Les supporters camerounais peuvent donc respirer. Samuel Eto'o sera à pied d'œuvre dimanche face à la Tunisie. Retour chez nous, gros plan sur la jeune musicienne Mariam Koné. Elle est professeure assistant au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia à Bala Faseke Kouyaté de Bamako. La native de Kati fait partie des 12 finalistes du prix découverte RFI de cette année. Le portrait de Mariam Koné est dressé par notre équipe de reportage dirigée par Cheikh Oumar Sangari qui est allé à sa rencontre en pleine répétition. Battante, confiante et souriante, elle est une jeune femme de 26 ans que nous avons rencontrée dans ce temple de la culture, au conservatoire sur les hauteurs de Bamako. Elle, c'est Mariam Koné. Son sourire traduit à coup sûr son affection pour la musique. Mon père, il écoutait beaucoup de la musique. Tôt le matin, on se réveillait avec la musique, le rythme dans la peau. Il écoutait beaucoup Salif Keita, Bob Marley. Mariam fréquente l'école fondamentale de Kati Numorila de 1992 à l'an 2000. En classe, elle reste affectée par le virus de la musique grâce à la complicité d'un père attentionné pour sa fille musicienne en devenir. J'aimais beaucoup les épreuves de chant pendant les examens. C'était vraiment ma matière favorite, quoi. J'avais mes notes là-bas. Et arrivé au second cycle, j'écoutais beaucoup les rappeurs. Zoto Boys, Tata Pound. Et à un moment, mon père m'a même acheté un album de Tata Pound pour que je puisse interpréter, écouter. Après le baccalauréat en 2003 au lycée Mambi Sidibé de Kati, Mariam Koné entre à l'FSJP, faculté des sciences juridiques et politiques, filière droit privé. Parallèlement à ses études, elle évolue avec le groupe de rap Les Pacifiques de Kati, puis avec un autre groupe, Bamako Jazz. Sa jeune carrière prend une autre tournure en 2006 avec son admission au concours d'entrée au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté, spécialité chant. Là encore, elle s'est fait remarquer par son talent. En dehors des cours, elle apprend, elle a un groupe, elle travaille. En tout cas dans le domaine artistique, l'essentiel de la formation, je dirais 80% de la formation doit se faire dans la pratique par les élèves eux-mêmes.
Et je pense que Mariam est dans ce cas précis. Mariam termine major de sa promotion en 2011 et dispense des cours de musique dans cette même école. Depuis, elle quitte le rap pour le rythme mandingue. Je m'inspire beaucoup de la musique traditionnelle malienne pour créer ma propre musique. Guitariste de Douaté, sa voix reste cependant son principal atout. Manamiri alaka famayama, kanamiri balaka sayama, manamiri alaka sebayama, kanamiri balaka sayama. Grande observatrice de son environnement, la jeune artiste a l'inspiration fertile. Il y a plein de morceaux dans l'album que je compose comme cela. C'est-à-dire la vie en général m'inspire. En 2012, Mariam Koné a été lauréate du concours Talent de la Cité lors du festival sur le Niger. Ce qui lui a valu l'accompagnement du Centre culturel Corée à travers le programme Corée Qualité. C'est un programme qui certains jeunes talents dans les volets de la musique, de l'art plastique et sur lesquels nous faisons un accompagnement et un suivi pour leur permettre de se hisser au plus haut niveau international en fait. Aujourd'hui, Mariam Koné fait partie des 12 finalistes du prix Découverte RFI 2013, dont le vote prend fin ce 19 suffrage à l'adresse .com/fr/vote. Pour votre vote, cochez Mariam Koné en 6e position sur la page. Son premier album, intitulé Dakar, c'est-à-dire le destin, sera bientôt dans les bacs. Entre la musique traditionnelle et moderne, Mariam Koné possède des atouts pour être l'une des prochaines figures emblématiques de la musique malienne. De la joie, nous passons dans la douleur. Le RTM est en deuil depuis hier. Oumar Sangari, le directeur de la radio nationale, est décédé. Il sera inhumé tout à l'heure à 16h à Falaguesema, chez lui-même, en face des 80 logements. Que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. 18h et 20h, vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga. Bon après-midi à tous et à demain 13h.